Bonjour. Alors c'est Solidaire d'abord. Cette émission pas pareille et différente comme tout Fréquence 7 d'ailleurs. Et aujourd'hui on est sur l'éducation nationale. On est 3 autour de la table. Bonjour Jimmy. Bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors on va parler de l'éducation nationale et en plus on a quelqu'un qui a été interviewé à distance, donc Anaïs, qui va nous parler de différents sujets qu'elle a choisis pour montrer quelles sont les difficultés qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'éducation nationale. Et le premier extrait dont elle va parler, c'est le choc des savoirs. Alors je m'appelle Anaïs Giordano, je suis enseignante en français. Je suis TZR, donc pas contractuelle mais remplaçante, en Ardèche du Nord, et je suis co-secrétaire du syndicat Lutte de classe éducation. Choc des savoirs, qu'est-ce que Alors, le choc des savoirs, il y a la version acte 1, donc qui a été mise en place à partir de cette rentrée, et il y a la version 2 qui devrait être mise en place ou pas, je ne sais pas trop, à la rentrée prochaine. Donc, celle qui est déjà mise en place, la mesure phare en fait, c'est le tri des élèves en fait, pour être tout à fait honnête. Donc en fait c'est l'idée de faire des groupes. Alors au début ça devait s'appeler des groupes de niveau et finalement ça s'appelle des groupes de besoins. Donc en fait l'idée c'est qu'on fait passer des évaluations nationales standardisées aux élèves et après en fonction des résultats on les trie entre les bons et les mauvais. Évidemment c'est des termes qu'on ne cautionne pas mais voilà c'est pour simplifier. Et donc l'idée c'est qu'en maths et en français, ils ne sont pas avec leurs collègues habituels, ils sont triés avec des groupes à besoin et des groupes plus forts. Alors d'un établissement à l'autre, c'est mis en place de façon différente. C'est un des échecs de ces groupes de besoins qui, en fait, on fait des levées de boucliers dans l'éducation parmi les enseignants, les personnels. Et donc, en fait, chaque établissement a mis ça en place un peu comme il pouvait. Et en fait, ça pose tout un tas de problèmes. Bon, déjà, le fait qu'on trie les élèves, le fait que, donc pour l'instant, c'est qu'en 6e et en 5e, mais déjà, les élèves de 6e, ils arrivent au collège, c'est assez perturbant. Et on va en plus les changer de classe, les changer de prof, sachant que les groupes de besoins au cours de l'année sont censés varier. Donc, en fait, ça veut dire que dans l'année, les enseignants se réunissent pour répartir les élèves plusieurs fois dans l'année. Les élèves changent plusieurs fois de groupe dans l'année, donc c'est très perturbant pour tout le monde. Impossible de se projeter, de monter des projets. Et en plus, donc, ça demande à ce que tous les cours de français et tous les cours de maths d'un niveau soient en même temps. Et donc, ça met un bazar pas possible dans les emplois du temps. Impossible de rattraper des cours parce qu'il faut que plusieurs classes en même temps n'aient pas cours. Enfin, ça pose des problèmes d'organisation, d'adaptation qui sont incroyables. Et puis évidemment, l'idée qu'il y a derrière du tri des élèves, en disant que ça va aider les plus faibles, c'est pas vrai. On sait très bien que les mettre ensemble, ça va pas les aider. Alors évidemment, il y a un projet politique derrière. Nous, on pense que Macron, il a fait double coup en mettant ça en place. C'est-à-dire qu'en fait, il fait plaisir à l'électorat d'extrême droite avec une mesure élitiste, puisque l'idée c'est que les meilleurs puissent avancer encore plus vite. Et il fait croire qu'on on prend en compte les élèves en difficulté en les mettant ensemble avec un dispositif particulier. Mais en fait, on sait très bien que ça ne va pas les aider. Alors bon, vous avez entendu Anaïs, on était dans un bar où on n'était pas forcément bienvenus, donc je crois que la dame faisait un petit peu du bruit pour nous montrer à quel point on l'a dérangée en fait. Alors que bon, on était seulement en train d'essayer d'enregistrer ce que Anaïs avait à dire. Bon alors, vos commentaires à vous, Jimmy ou Alexis, sur ce qu'elle a dit. Alors,
Anaïs parle du choc des savoirs. Choc des savoirs, il faut juste préciser ce que c'est pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. C'est en gros les annonces de Gabriel Attal il y a une année qui, une fois de plus, disait voilà, le niveau des élèves n'est pas bon, donc je vais prévoir des mesures qui vont révolutionner l'enseignement en quelques temps et vont changer le niveau des élèves. Alors, Anaïs a parlé des groupes de besoins, des groupes du tri des élèves au collège en fonction de leur niveau. Il y a plein d'autres mesures dans ce choc des savoirs qui nous touchent dans nos pratiques quotidiennes et qui touchent aussi les enfants. Dans le premier degré, nous, on pourrait parler par exemple du projet de labellisation des manuels. Par exemple, l'idée que le ministère choisisse quels sont les bons manuels qu'on peut utiliser à l'école et les impose aux enseignants. Ça, c'est une mesure qui n'a existé qu'une seule fois en France, sous Vichy. Voilà, donc c'est très orienté. Très orienté, et ce sont des mesures qui nous choquent aussi, puisque on parle de choc des savoirs, on pourrait aussi parler d'évaluation à tous les niveaux, c'est-à-dire que depuis la rentrée, on évalue les enfants dans tous les niveaux, on demande aux enseignants de faire passer ces évaluations et de saisir ce que les élèves ont rempli comme réponse, de manière à chaque niveau scolaire, évaluer les enfants pour mieux pouvoir les trier ensuite au collège. Donc ce choc des savoirs a été, pour la profession, un pas de plus vers une politique qui, depuis 2017, n'a pas montré son efficacité. Mais à chaque fois que les études internationales sortent et montrent que le niveau des élèves n'a pas augmenté, le gouvernement en place va toujours plus loin dans ces mesures restrictives et nous ressort une école à la grand-papa. Alors et toi Alexis, comment ça se passe, ce choc des savoirs pour les petits en tout cas, ça n'a pas d'impact si Pour les petits, à part ce que Jimmy a dit, pour la labellisation qui est effectivement une grosse inquiétude, nous on n'en voit pas encore vraiment les conséquences, mais ce que je voudrais dire moi c'est surtout qu'il y avait un acte 2 au choc des savoirs avec notre ministre de l'Éducation qui est démissionnaire, qui s'est entêté dans cette direction-là et qui prévoyait un certain nombre de mesures assez inquiétantes. Donc je pense qu'il faut rester très 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 vigilant. On sent qu'il y a une vraie volonté d'aller dans ce sens, notamment de généraliser ces groupes de besoins ou de niveaux qui sont, à notre sens, et à écouter les collègues du second degré, une véritable catastrophe, qui ne vont que créer en fait un fossé entre les élèves qui sont en situation de réussite et ceux qui sont en situation difficile. Donc on n'apporte pas, en mettant ensemble les enfants en difficulté, tous ensemble, de dynamique positive, et au dire des collègues du second degré, ça serait vraiment très préjudiciable. Et donc en fait, c'était dans son intention de généraliser ça à la 4e et à la 3e, en plus rendre le brevet des collèges comme un examen en fait d'entrée en seconde. Ça aussi c'est quelque chose qui nous questionne. Donc je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant, combattre ce qui est déjà mis en place, le refuser, et s'inquiéter de ce qui pourrait arriver, ce que pourrait éventuellement prendre comme décision le prochain gouvernement. De démission en démission, oui. Alors, extrait numéro 2, si tu veux bien, sur l'inclusion de Anaïs. Deuxième sujet aussi, c'est l'inclusion. Alors l'inclusion, c'est lié, c'est-à-dire qu'on est en train de détruire l'enseignement spécialisé. Donc les IME, les dispositifs Ulysse, les enseignants qui sont formés particulièrement pour certains profils d'élèves. Et à LDC Éducation, on pense que c'est pas une bonne chose. Il faut pouvoir inclure les élèves tant que c'est possible, mais dans ce cas-là, il faut des moyens. C'est-à-dire plus d'enseignants, des enseignants formés, des personnels formés, des classes avec moins d'élèves, comme ça peut se faire en Italie. Et il y a des élèves en fait qui ne peuvent pas être maintenus dans le système scolaire classique. Et il faut pour eux des aménagements particuliers. Voilà. Et ça, si on le détruit en fait pour faire des économies, ça fait qu'on se retrouve dans les classes avec des élèves qui sont en souffrance, qui mettent en souffrance les autres élèves, qui sont extrêmement compliqués à gérer, et c'est pas avec des groupes de niveau qu'on va régler la question en fait. Donc les deux se recroisent finalement. Alors l'enseignement spécialisé, il y a plein d'acronymes, IME, donc Institut médico-éducatif, classe Ulysse, unité localisée d'inclusion scolaire, les CLIS, classes d'inclusion scolaire, les RASED, réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. Et en fait, moi j'ai le sentiment, j'ai quand même travaillé un tout petit peu à l'intérieur de certains établissements, que tout ça se délite un peu. Alors comment tu vois ça toi, Jimmy ? Alors,
On a un vaste sujet là. On parle des élèves en situation de handicap. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est 20 ans après la loi sur le handicap à l'école, une loi de 2005 qui dit que finalement tous les enfants en situation de handicap doivent pouvoir scolariser dans l'école de leur secteur. C'est ce qui est très joli comme vœu. Voilà, ça c'est le vœu. Après, il y a la réalité des moyens qui ont été mis en œuvre pour ça. Parce que concrètement, aujourd'hui, les élèves en situation de handicap ont 2 voies. Soit ils sont dans des unités spécialisées, que tu as évoquées, des établissements médicalisés hors éducation nationale, soit ils sont dans l'école. Et là, ils sont accompagnés de 3 à 3 niveaux. D'abord, dans 50% des cas, les enfants en situation de handicap peuvent bénéficier, à la demande des parents, après validation par le département, d'un personnel accompagnant des élèves en situation de handicap, des AESH. Donc ce sont des personnels qui sont là à temps partiel, avec des toutes petites quantités de travail souvent, et qui essayent d'aider les élèves. Qui sont très mal payés. Qui sont très très mal payés, qui ont un statut précaire, d'ailleurs pour lesquels on demande un statut d'État, et qui malheureusement ont une formation insuffisante, et qui sont en nombre insuffisant. Donc du coup, lorsqu'on n'a pas assez de personnel pour accompagner les élèves, on prend des morceaux de personnel, on met 3-4 heures à un enfant, 3-4 heures à un autre, et les enfants sont insuffisamment accompagnés. Deuxième possibilité pour les enfants en situation de handicap, c'est effectivement parfois être placés dans des classes spécialisées. Or maintenant, c'est plus des classes, ce sont des unités. En gros, il y a un enseignant responsable dans l'école qui s'occupe de ces élèves-là et qui essaye de les mettre dans les classes la plupart du temps. Et l'administration voudrait que ces enfants soient le plus souvent possible dans les classes. Sauf que ces enfants-là ont des besoins particuliers et parfois ont besoin de sortir de la classe ordinaire pour pouvoir se rassurer et se relancer sur la voie des apprentissages. Et le dernier élément, tu l'as dit aussi, on a des maîtres spécialisés, eux, dans les difficultés d'apprentissage, mais parfois, malheureusement, avec le handicap, on cumule aussi les problématiques d'apprentissage. Ces enseignants-là viennent aider les enfants à l'école sur les problèmes d'apprentissage. Mais ces enseignants-là ont subi les foudres du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 entre 2007 et 2012, qui fait qu'un tiers des postes manquent nationalement et dans notre département aussi. Donc les écoles, avec tout ça, sont en galère pour essayer de gérer ces élèves-là qui parfois, effectivement, au-delà de tout le quotidien qu'on a à gérer, nous posent des difficultés de gestion du groupe classe. Et toi, Alexis, alors comment tu vois ça, toi, cette inclusion ? Cette inclusion, en fait, il y a une véritable volonté, à mon sens politique, de faire des économies et surtout de détruire, de détricoter l'enseignement spécialisé chez nous et les ESMS, les établissements socio-médico-sociaux, qui sont, comme l'a très justement expliqué Jimmy, en parallèle, et qui coûtent, ce sont des établissements où la scolarité est plus coûteuse que chez nous. Donc en fait, actuellement, il y a une sorte, on voit bien, l'éducation nationale opère une sorte de glissement, et glisse en fait le champ de compétences qui était partagé entre l'éducation nationale et donc la partie médicale qui relevait de ces établissements socio-médico-sociaux où il n'y a pas que des enseignants, mais il y a aussi des gens qui sont spécialisés dans le domaine médical, qui intervenaient auprès de ces enfants. Il y a un glissement qui est opéré, puisque ce sont des établissements coûteux. On fait glisser ce champ, en fait, on le fait glisser dans le champ pédagogique. On essaie de faire croire que les établissements ordinaires vont être capables d'offrir tout ce que les enfants en situation de handicap sont en droit d'exiger. Et c'est ça la grande supercherie, c'est qu'en fait, sous prétexte de dire tous ces enfants ont le droit à être inclus dans des classes ordinaires, en fait, ce qui semble être tout à fait louable comme projet, on est en train de gommer la spécificité des besoins de ces enfants-là. Donc en fait, c'est une supercherie, à mon sens. Alors pas dans l'immense, peut-être dans certains cas, c'est pas du tout le cas, mais on sait bien le distinguer. Mais on voit bien, comme Jimmy l'a dit, on est face à des situations où on ne peut pas faire face, rien qu'avec des moyens pédagogiques, aux besoins de ces enfants. Donc voilà, et ça se fait en faisant des économies substantielles, c'est pas négligeable, c'est très très important. Alors, troisième extrait d'Anaïs sur la numérisation à l'école. Est-ce que la numérisation est efficace ? Alors en effet, il y a que ce soit le choc des savoirs, la numérisation de l'éducation nationale, où on en parlera après, la militarisation de l'éducation nationale, il y a clairement une volonté de reprendre en main l'éducation en lui donnant une direction qui n'est pas forcément celle qu'on voudrait. Bref, donc on parle beaucoup des enfants et des écrans. Il y a un rapport parlementaire qui est sorti récemment sur la question. Donc c'est un vrai problème qui se pose dans les établissements scolaires à l'extérieur, mais en fait il y a aussi un déploiement du numérique dans l'éducation nationale sous 2 aspects.
les aspects pédagogiques, donc des contenus de cours, des tablettes, des supports, tout cet aspect-là. Et puis de l'autre côté, il y a l'aspect gestionnaire avec des logiciels de gestion, les ENT, les environnements numériques de travail, Pronote qui permettent de gérer les appels, les absences, les cahiers de texte, tout ça. Et des deux côtés, on se retrouve complètement envahi et c'est très déshumanisant. Ça prend le pas sur la relation humaine et vivante avec les élèves. Ça nous force à des comportements standardisés, c'est-à-dire on fait tout pareil avec tout le monde. Ça fait intrusion dans nos pratiques pédagogiques de façon très forte. Et donc c'est tout un ensemble de choses où on dit oui, il y a des bons, des mauvaises utilisations du numérique. En réalité, c'est extrêmement invasif, déshumanisant. Il y a clairement l'envie qu'on remette au pas les jeunes. Voilà. Alors, à terme, on pourrait se poser la question si l'ordinateur remplacerait pas l'enseignant. Enfin bon, là, je vais peut-être un peu trop loin. Alors, Jimmy, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'elle a dit, Anaïs ? Alors, la numérisation, c'était un des chevals de bataille de Gabriel Attal. Hein. Lorsqu'il a annoncé le choc des savoirs, il parlait d'intelligence artificielle qui pourrait nous aider à faire grandir les élèves, à les faire répéter certaines leçons. En fait, la problématique de fond du gouvernement actuel, c'est qu'il voit l'élève comme un vase vide qu'il faudrait remplir de compétences. Et ils sont prêts à tout pour les remplir, y compris à mettre les gamins devant des ordinateurs. Souvenez-vous, durant la période du Covid, ça les dérangeait pas de mettre les enfants devant des cours numériques, je dirais. Si on pouvait remplacer les enseignants dans certains secteurs par des cours tout près, ça serait facile, puisque de toute façon, l'enfant étant un vase à remplir, il suffit de lui montrer, qu'il les répète et que ça marche. En fait, dans l'éducation nationale, ce qui se passe avec la numérisation, en tout cas dans nos pratiques numériques, nous dans le premier degré, on est un petit peu moins touché que dans le second degré. Néanmoins, nous, ce qu'on nous demande de faire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de remplir des cases lorsqu'on évalue les élèves. Parce qu'il faut qu'on saisisse chacune des évaluations des élèves. Et le but du jeu, c'est pas vraiment d'aider les élèves. Le but du jeu, c'est de faire remonter des résultats au ministère. Et une fois que le ministère a eu ces résultats, il arrête de nous harceler, de nous mettre la pression, et il peut communiquer largement sur les résultats et montrer que sa politique est efficace et marche bien. Nous, ce que l'on conteste dans ces évaluations, par exemple, c'est le contenu et ce qu'on en fait. Ensuite, la numérisation, qui est une réalité alors, le ministère a toujours eu un train de retard en termes d'outils numériques donnés aux enseignants pour travailler. Par contre, dès qu'il s'agit d'envoyer des mails, remettre la pression aux enseignants pour faire remonter des enquêtes ou les évaluations, là, ça fonctionne assez bien. Donc, je dirais plutôt que c'est un outil aujourd'hui qui est dévoyé de sa fonction première, car il y a quelques années, on a vu le numérique comme quelque chose de très positif dans les écoles, parce que ça nous permettait d'ouvrir le champ pédagogique de ce qu'on pouvait faire avec les élèves. Et aujourd'hui, la manière dont il est utilisé par le ministère pour pressuriser l'activité des professionnels, ça nous pose question. Et toi alors, Alexis ? Oui, je suis d'accord avec ce que dit Jimmy et ce qu'a dit aussi Anaïs. Le côté évaluation, ce qu'Anaïs disait aussi, ça déshumanise les relations, ça transforme les relations entre les usagers des établissements, en particulier les parents et les enseignants. C'est intrusif. Je pense à Pronote ou des choses comme ça qui peuvent être... voilà, c'est aussi une pression qui est mise aux enfants. Alors nous, on ne le voit pas dans le premier degré parce que Pronote n'a pas la place qu'occupe... Que ce logiciel, que cette plateforme occupe dans le second degré, mais ça met une pression sur les enfants. Il y a aussi cet usage en fait du numérique, c'est avec ces smartphones que tous les enfants maintenant dans le second degré au lycée ont, et voire même au collège et parfois même plus tôt. Ce sont des outils qui sont très performants et qui parfois finalement amènent les familles à être très démunies parce que ce sont des outils qui peuvent être utilisés au lycée puisque en fait ils sont parfois plus performants que les propres ordinateurs ou tablettes voilà. Donc en fait je pense que ça pose un paquet de soucis aux parents qui nous écoutent, aux enseignants pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles et aux enfants. Voilà. Mais on ne peut pas arrêter le truc. Donc, le problème, c'est de savoir comment gérer ça. Voilà, et surtout, comment l'administration participe au déploiement de ces techniques-là et dans quelle direction, avec quelle volonté et quels objectifs.
Alors, dernier extrait de Anaïs, la militarisation de l'éducation nationale. Et donc la militarisation, alors on a beaucoup parlé du SNU, donc le service national universel, qui devait être généralisé, qui va peut-être pas l'être. L'idée c'est d'envoyer dans des séjours de cohésion les élèves de lycée pendant, alors le premier fait 2 semaines, en fait il y a 3 paliers possibles, et donc c'est avec l'armée ou d'autres, notamment des groupes d'éducation populaire. Mais donc ça prend des formes assez différentes selon les endroits. Mais l'idée c'est qu'il y a quand même le vestiaire du matin, on chante la Marseillaise, salut du drapeau. Voilà, donc c'est assez inquiétant. Il y a eu des dérives assez fortes avec des violences sur des élèves, des malaises, des élèves qu'on fait tenir debout pendant des heures, enfin des choses assez hallucinantes. Mais ça va avec d'autres choses, c'est-à-dire que en fait, mais ça fait très longtemps, mais là ça se généralise. Une volonté de mainmise sur l'éducation, même à l'université aussi, c'est vraiment à tous les niveaux. Donc il y a le service national universel, mais il y a aussi des contenus de cours qui sont créés en fait par des structures qui font tampon entre l'armée et l'éducation en fait, de façon plus ou moins directe. Il y a par exemple le trinôme académique, c'est-à-dire une association entre des établissements, l'armée et des recteurs ou des préfets, pour favoriser l'introduction de l'armée dans les établissements scolaires. Il y a des interventions de l'armée dans les établissements scolaires. En musique, on fait jouer des marches militaires aux élèves. Voilà. Et donc, ça, dans un contexte quand même politique, notamment politique internationale tendue, d'augmentation du budget de l'armée, de remilitarisation de la politique, l'idée, c'est de véhiculer des imaginaires et d'ancrer dans l'esprit des élèves l'idée de la patrie, de se battre. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas cautionner. Alors, véhiculer des imaginaires, c'est vrai que moi, ça m'interpelle, cette phrase qu'elle dit. Bon, toi, Jimmy, tu vois ça comment, cette militarisation ? Alors, moi, je travaille dans le premier degré. Donc, dans les écoles primaires, on n'a pas ces phénomènes-là, mais syndicalement, on l'étudie, on l'analyse. Alors, je crois que l'ensemble de nos fédérations sont contre ce service national universel pour plusieurs raisons. D'abord, par rapport aux idées que ça véhicule, l'idée, comme l'a bien dit Anaïs, de redressement de la jeunesse, on met ça en place pour un peu flatter l'ego droitier, je dirais, de l'électorat du gouvernement, et l'idée aussi que cette jeunesse, on va quand même lui proposer un projet parce qu'elle semble un peu perdue et elle ne semble pas trop vers quoi aller. Moi, ce qui me pose grosse difficulté aussi, c'est la question budgétaire, parce qu'en fait, ce service national universel là coûte et va coûter très cher. Il a été mis en place en 2019, je crois. Il y avait 2-3 000 volontaires au début. On était, je crois, l'an passé, en 2022, à 40 000 volontaires. Donc en gros, c'est des jeunes qui prennent 12 jours sur leur temps de vacances pour faire un séjour de cohésion. Alors avec le lever militaire le matin, le salut et compagnie. Voilà, tout de l'armée, ça y ressemble fortement. Et puis ensuite, ils peuvent faire 84 heures de mission d'intégrer générale. Alors ça peut être dans différents endroits, mais si sur le papier ça peut paraître intéressant pour le grand public, dans le fond ça dévoie des moyens de l'éducation nationale parce que ça coûte très cher. Ça coûtait cette année, je crois, de l'ordre de 160 millions d'euros. C'est-à-dire c'est quand même l'équivalent de 2700 postes d'enseignants. Je rappelle qu'on a quand même perdu dans le primaire 650 postes, donc on préférait voir ces moyens alloués pour aider les élèves en difficulté, on en parlait tout à l'heure. En Ardèche, c'est pas grand-chose, par exemple là, ils nous montraient une vingtaine de postes pour aider mieux les enfants en difficulté, en tout cas pour retrouver le niveau qu'on avait en 2007, et là on donne presque 3000 postes pour ça au niveau national. Et si on généralise ça, parce que Attal voulait le faire à la rentrée 2026, là on parle de 1,5 milliard par an. C'est-à-dire 25 000 postes d'enseignants pour finalement mettre en place une lubie politique. Ça, c'est vraiment inquiétant et on pourrait parler d'autres choses, mais il y a quand même des mesures comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut reposer les choses clairement parce que là, on est sur la base du volontariat d'enfants pendant les vacances. Nous, les 25 000 postes, on les voudrait bien pour tous les enfants sur le temps scolaire. Donc il faut arrêter un petit peu les dérives idéologiques et replacer les moyens publics là où il y en a besoin. Alors il nous reste à peine 1 minute. Alexis, peut-être les petits, tout petits, toi, la militarisation, ça ne te concerne pas. Mais peut-être par contre, tu peux nous parler un petit peu de comment ça fonctionne. Est-ce que les signaux de la base de l'éducation nationale, donc des enseignants, est-ce qu'il y a un aller-retour avec les ministères ? En tout cas, sur le terrain, les collègues ont le sentiment de ne pas être entendus.
qu'ils ont à faire face à des injonctions qui ne correspondent pas à leurs besoins. Et que quand ils interpellent l'administration face aux difficultés qu'ils rencontrent, en fait, les réponses qui sont apportées ne correspondent pas du tout aux attentes des collègues. En particulier, on a parlé du problème de l'inclusion des enfants en situation de handicap. On nous remet toujours, on laisse toujours supposer que les solutions relèvent du champ pédagogique. Or, clairement, ce que les collègues disent de plus en plus souvent, c'est que c'est pas du tout ça le problème. Et en fait, c'est un problème qui relève d'un autre champ, qui n'est pas celui de la pédagogie, mais celui de l'accompagnement de l'handicap, avec tout le côté médical très large, avec des compétences qu'on n'a pas et pour lesquelles on n'a pas de compétences. Je veux dire, on n'est pas équipé, en fait. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'entends sur le terrain. Et donc, vous n'êtes pas des feignants ? Ah bah absolument pas. Non, je trouve que les collègues sont extrêmement courageux parce que malgré tout ce à quoi on a à faire face, les collègues se relèvent la plupart du temps face à leurs déceptions, face aux grandes difficultés dans lesquelles on les plonge. Et, on a eu un certain nombre de ministres récemment. On a eu la valse de changement de ministres. Voilà, tout ça ne permet pas de faire quelque chose de très continu. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et merci à Anaïs. Merci. Merci Sylvain. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.